c'est, c'est très éblouissant. Il y a du jus, hein. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je voudrais traiter aujourd'hui deux sujets avec vous, l'état de la France et la loi travail. Deux sujets un peu longs, j'ai pas mal d'informations à vous donner et un certain nombre de transparents, de slides à vous présenter. Je voudrais commencer par vous parler de l'état de la France. Nous avons une nouvelle Assemblée nationale qui a été élue récemment. La charge qui lui incombe est immense, celle de voter les réformes qui permettront à notre pays de se redresser. J'insiste sur le fait que c'est clairement le moment de faire les réformes. En effet, nous avons un début d'année de mieux économique, la croissance repart tout doucement, et ce frissonnement économique ne doit en aucun cas être un alibi pour revoir à la baisse les prétentions réformatrices de la nouvelle majorité. Car lorsque nous étions en crise, on entendait en boucle qu'il était impossible de réformer sans croissance. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Mais nous devons partir des faits pour agir et non pas de présupposés idéologiques. C'est pourquoi nous publions aujourd'hui un carte sur table synthétique que nous allons envoyer à tous les députés et sénateurs. Voilà ce document, document qui a été fait dans lequel vous retrouvez en effet à gauche toutes les explications de texte et à droite l'ensemble des courbes qui permettent en un clin d'œil de pouvoir comprendre les problématiques de la France, avec des comparaisons en effet européennes et des sources en général fiables. C'est pourquoi donc, nous publions aujourd'hui un carte sur table synthétique que nous allons envoyer à tous les députés et sénateurs. Notre objectif est clair, donner une vision chiffrée de l'état économique et social de notre pays, des faits et des chiffres incontestables. Que tout le monde connaisse la réalité du pays avant de prendre ses décisions et que personne ne puisse nous dire plus tard « on ne savait pas ». Je constate d'ailleurs que le gouvernement a fait de même en faisant cet audit de la Cour des comptes. La situation de la dépense publique a été mise à jour et elle est très critique. Mais j'espère que ce ne sera pas une excuse pour ne pas faire les réformes nécessaires sur la fiscalité des entreprises, notamment. Je le répète, améliorer la compétitivité des entreprises, c'est permettre la création d'emplois. Or, nous allons le voir au travers du nouveau carte sur table que nous allons diffuser. La situation de l'économie française est loin d'être brillante. Passons à quelques slides. Le premier constat, et vous le voyez sur cet écran, cela fera le lien avec le constat dressé par la Cour des comptes. Nos finances publiques restent à assainir et nous avons trop tardé à le faire. Ce schéma est parlant. Deux observations. D'abord, la divergence des poids de la dette publique entre la France et l'Allemagne qui continue d'augmenter. 30 points aujourd'hui, ce qui est énorme, alors que les niveaux étaient identiques en 2010, il y a 7 ans. Ensuite, la charge d'intérêt de la dette représente cette année quelques 42 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5 fois le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. De surcroît, un point de hausse de taux d'intérêt représenterait un alourdissement annuel de la charge de la dette publique de près de 5 milliards d'euros. La première année, soit plus de 10% de la charge totale. En conclusion, il y a de grandes urgences à respecter la règle des 3% de déficit, non pas parce que c'est l'Europe qui nous le demande, mais parce que notre situation est critique. Deuxième constat, cette dérive des dépenses publiques a conduit le gouvernement précédent à augmenter fortement la fiscalité sur les entreprises, puis à la réduire avec le pacte de responsabilité et le CICE. Au lieu de baisser la dépense publique, les gouvernements augmentent les impôts. Le problème est que ce tropisme se retrouve à tous les étages de notre sphère publique, et c'est le second schéma que je veux mettre en exergue, que vous voyez ici. Pendant que le gouvernement prenait des mesures pour baisser le coût du travail et la fiscalité avec le CICE et le pacte de responsabilité, la fiscalité locale, elle, flambait. Et c'est toujours très impressionnant de voir en effet cette fiscalité locale qui passe en dessus de tous les radars, alors qu'elle représente une somme de l'ordre de 60 à 70 milliards d'euros. Cette fiscalité pèse massivement sur les facteurs de production, comme vous le savez. Entre 2011 et 2015, ces différents impôts ont augmenté 2 à 3 fois plus vite que le PIB en valeur. Vous le voyez sur cet écran. Donc 21,1% pour la TASCOM entre 2011 et 2015,
Vous voyez que l'augmentation du PIB est de 6,6%, complètement à droite, et l'ensemble de ces impôts qui ont augmenté, en effet, de l'ordre de 2 à 3 fois plus vite que le PIB. En conclusion de ce slide, la maîtrise de l'inflation et de la fiscalité locale est donc un véritable enjeu pour le gouvernement, et on peut faire tous les efforts que l'on veut au niveau national. Si ce sujet n'est pas pris en compte, cela ruinera une partie des efforts. Quelles sont les conséquences de tout cela? Tout simplement une perte de compétitivité de nos entreprises. Et comment se traduit cette perte de compétitivité? Malheureusement, de manière extrêmement concrète. Depuis 15 ans, et vous le voyez sur ce schéma, la part de la France dans les exportations de la zone euro s'est érodée. Or, on se compare à des pays confrontés aux mêmes contraintes que la France. Change identique, problème de la Chine, politique protectionniste, contrefaçon. Ce recul représente au final un manque à produire très important que nous avons estimé à 0,5 points de croissance par an de PIB. Notez que ceci est vrai des marchandises, notamment produits industriels, mais aussi des services. C'est un fait nouveau, le solde des échanges de services est devenu déficitaire en 2016. Transport, tourisme, services aux entreprises. En conclusion de ce schéma, l'absence de volontarisme dans la maîtrise fiscale pesant sur les entreprises et dans les comptes publics ont conduit à affaiblir considérablement le moteur économique de notre pays. Nous devons réagir. C'est pourquoi la baisse des dépenses publiques est la mère de toutes les réformes, nous n'arrêtons pas de le dire, et je veux vraiment insister là-dessus. On ne pourra pas descendre et baisser la fiscalité des entreprises, restaurer leur compétitivité sans s'attaquer à ce problème. Les 60 milliards annoncés aujourd'hui par Emmanuel Macron sont insuffisants et il faudrait aller au-delà, au moins jusqu'à 100 milliards, nous l'avons toujours dit. Je veux redire aussi que la baisse rapide des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises, que ce soit sur le coût du travail ou la fiscalité, doit rester une priorité. La restauration de la compétitivité des entreprises est le seul moyen durable de relancer une dynamique de création d'emplois. Nous l'avons vu par l'impact du CICE et du pacte de responsabilité, qui a permis de baisser de 35 milliards environ, parce que nous ne sommes pas à 40, les charges sur les entreprises, avec les résultats que nous connaissons sur l'emploi, puisque l'économie française, en 2016, a créé autour de 190 000 emplois sur un an, dans un environnement de méfiance, dans un environnement d'extrêmement faible croissance, et l'économie a réussi, je dirais, à recréer de l'emploi. Le coût du travail est évidemment au cœur de cette politique d'allègement de charges, et la question est: quelle économie veut-on? Est-ce que nous voulons une économie de la connaissance, du numérique, du développement durable, des filières d'avenir, ou est-ce que nous voulons une économie low cost? Là encore, un schéma intéressant comparant la France et l'Allemagne pour des populations non cadres d'un côté à gauche et cadres à droite. Car si le gouvernement précédent a compris qu'il fallait baisser le coût du travail, l'ultra-focalisation sur les bas salaires est une erreur. Nous devons baisser les charges sur l'ensemble du spectre des salaires, et le graphique est éloquent. Je rappelle qu'aujourd'hui, si je raisonne en salaire chargé, je peux avoir 2 ingénieurs en France et 3 en Allemagne, pour le même coût. À l'heure du Brexit et de la relocalisation des compétences en Europe, je ne pense pas que cela aidera à l'attractivité de notre pays si nous restons focalisés sur la baisse des charges sur les bas salaires. J'en profite pour préciser un point sur le CICE. Je vois beaucoup de choses se dire quant à notre supposé changement de position. Je profite de votre présence pour remettre les points sur les i. Le MEDEF n'a pas changé de position du tout. D'ailleurs, vous avez dû remarquer une cohérence et une constance implacable depuis 4 ans dans nos propositions et dans tous nos messages. Dans notre livre bleu qui est sorti le 14 février dernier, donc avant l'élection présidentielle, nous indiquions vouloir une transformation du CICE en allègement de charges pérennes, à condition qu'elle ne pénalise aucun secteur d'activité et aucune entreprise. Or, il se trouve que la transformation du CICE, tel qu'il est imaginé par Emmanuel Macron, risque de renchérir le coût du travail à certains niveaux de salaire, notamment entre 1,5 SMIC et 2,5 SMIC, notamment pour les entreprises qui emploient beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. J'espère donc ne plus dire que le MEDEF a changé d'avis sur la transformation du CICE en allègement de charges, car c'est totalement faux. En conclusion, nous redisons que le projet d'Emmanuel Macron sur la transformation du CICE, tel qu'il est actuellement, ne convient pas,
ni dans son ambition, ni dans sa focalisation. Nous allons nous atteler à en convaincre le gouvernement. Mais les charges et le droit du travail ne sont pas les seuls chantiers à lancer en France. Nous avons également un problème de complexité énorme. Là encore, petit schéma qui permet de montrer les 4 codes les plus importants, je dirais, en France. Code général des impôts, code du travail, code de l'environnement, code de la construction et de l'habitation. Le schéma affiché montre que l'inflation de complexité ne concerne pas uniquement le code du travail. On est clairement dans une inflation réglementaire, juridique et législative depuis les 10 dernières années. La simplification de notre environnement doit désormais être une priorité. Je le dis souvent, le véritable génie, c'est de simplifier la complexité. Dans une Europe ouverte et une économie globalisée, le champ de la compétition s'est ouvert aux territoires et aux réglementations. Or, cette complexification n'est pas, comme trop souvent on le dit, due à l'Europe, mais bien à notre incapacité à faire simple et concret. Enfin, il ne faut pas oublier que toutes ces réformes doivent se faire avec un objectif clair, recréer de l'emploi, notamment pour nos jeunes. Or, là encore, nous le disons depuis des années, nous nous sommes trompés de voie en privilégiant à toute force la voie de l'enseignement général. Car l'apprentissage est une voie de formation d'excellence pour s'insérer dans la vie active. Le schéma précédent établit le lien entre la proportion d'apprentis chez les 15-24 ans et le taux de chômage des moins de 25 ans. Ce schéma précisément. Vous voyez en effet le cas de la Suisse complètement à gauche, avec 18,6% d'apprentis, un taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans à 6,4%. L'Allemagne est à 13,8% d'apprentis, avec un taux de chômage à 7,1%. Vous voyez l'Autriche avec 10,1% d'apprentis, 11,8% de taux de chômage, et complètement la France à droite, avec un taux d'apprentis de 3,2% et un taux de chômage à 25,9%. Donc on peut considérer que cette corrélation est un peu abusive, mais je crois que ce schéma devrait tout de même faire réfléchir nos décideurs. Je veux redire ici que l'apprentissage est avant tout une voie d'excellence et de réalisation. Je veux d'ailleurs vous inviter à nouveau sur le Tour de France cycliste qui vient de commencer. À chaque étape de départ et d'arrivée, nous avons proposé à des CFA de réaliser un vélo du futur. Et je vous assure que c'est impressionnant de maîtrise technique, d'enthousiasme de nos jeunes et de créativité. Venez aussi à la finale mondiale de World Skills qui aura lieu à Abu Dhabi en octobre prochain. Vous y verrez une jeunesse passionnée, motivée par l'excellence et bluffante. En conclusion de ce 4e bloc de réformes, je veux redire que le développement de l'apprentissage dans notre pays est un enjeu crucial pour les jeunes, mais aussi pour notre économie, car nous avons des dizaines de métiers non pourvus actuellement autour des métiers techniques d'excellence. Nous avons évalué à 300 à 400 000 métiers demandés aujourd'hui en France non pourvus. Le gouvernement a annoncé vouloir s'attaquer à ce problème. Nous serons à ses côtés. En synthèse de cette longue première partie, je veux rappeler notre objectif, recréer de l'emploi dans notre pays et recréer de l'emploi dans les bassins d'emploi d'ailleurs. Cela passe par la compétitivité des entreprises. Notre exercice de carte sur table basé sur des chiffres incontestables nous permet de poser 6 constats. Premier constat, la baisse des dépenses publiques est un sujet crucial qui doit être traité de manière forte et courageuse par le gouvernement. C'est sa responsabilité principale. Deuxième constat, cette baisse des dépenses publiques est indispensable pour, d'une part, baisser notre dépendance à la dette, mais d'autre part, baisser la fiscalité des entreprises dans une économie qui s'asphyxie depuis plusieurs années. Troisième constat, la baisse de la fiscalité pesant sur les entreprises doit conserver le niveau national, mais aussi et surtout le niveau local. Ne laissons pas les communes, les départements et les régions reprendre ce que l'État concède par ailleurs. Quatrième constat, dans une économie de la connaissance et de la mutation, nous devons baisser les charges sur l'ensemble des salaires et pas uniquement sur les bas salaires. C'est une erreur stratégique faite par les gouvernements depuis trop d'années. Cinquième constat, la simplification globale de notre réglementation est également cruciale. Et là encore, le travail est herculéen. Sixième constat, l'apprentissage doit clairement devenir la priorité absolue du gouvernement et des acteurs. Sur tout cela, nous sommes bien sûr prêts à travailler avec le gouvernement, mais les réformes à mener doivent être importantes, rapides et structurelles. Cessons les demi-mesures et les fausses réformes qui amènent nulle part.
Mon deuxième sujet maintenant concerne la loi travail. Je veux redire que notre état d'esprit est de rester constructif et ouvert au dialogue, mais nous restons très vigilants. À ce stade, on est dans des mesures générales qui semblent aller globalement dans le sens de permettre un véritable dialogue structuré et intelligent au plus près du terrain pour que les entreprises puissent trouver les meilleures solutions à leur situation de manière collective. Mais je veux redire solennellement qu'il ne faut pas que ce texte soit à nouveau un écran de fumée ni un monstre de complexité. Il ne faut pas que ce soit comme les fois précédentes où le gouvernement a annoncé des réformes qui se sont traduites par, au final, très peu de choses, voire des contraintes supplémentaires. Je veux évidemment parler de la loi Rebsamen et de la loi El Khomri. Quand je dis cela, je pense d'abord aux Français et à nos concitoyens. Ce n'est pas une loi pour les patrons contre les salariés dont nous discutons, c'est une loi qui peut, si elle est menée jusqu'au bout, changer la donne et enclencher véritablement une dynamique de création d'emplois pour nos concitoyens et tout ce que cela s'implique d'avoir un emploi, la fierté, le pouvoir d'achat, l'estime de soi. Mais pour cela, la simplification et l'agilité, notamment pour les PME et TPE, doivent être au cœur de la démarche. Je veux prendre 4 aspects liés à ce texte et expliquer les enjeux. Premièrement, le contenu des négociations. On nous dit on va permettre aux entreprises de négocier directement dans de nombreux domaines. C'est une philosophie qui nous convient. Mais pour négocier efficacement, il faut de la souplesse. Or, dans le même temps, on nous dit on ne change rien au Code du travail, on ne simplifie rien, et le Code du travail continue à s'imposer. Dans ces conditions-là, où sont nos marges de négociation ? Quelles sont les motivations à négocier avec les partenaires sociaux si la loi s'impose en cas d'échec ? On ne comprend plus quels sont les espaces de liberté évoqués. Donc, premier besoin de clarification. Deuxièmement, la simplicité des instances de négociation, donc la fusion de celles existantes. L'accumulation des instances et des obligations à 10 et surtout à 50 salariés a des effets négatifs sur la croissance de nos entreprises, effets qui sont bien identifiés depuis des années. Nous devons donc décaler les seuils actuels, par exemple les mettre à 50 et à 100. Mais nous devons aussi les lisser de manière à ce qu'ils ne soient plus un problème. Donc, on est d'accord pour fusionner des instances existantes, mais à 2 conditions. D'abord, cette fusion doit bien concerner les 4 instances qui existent au-delà de 50 salariés. DP, CE, CHSCT et délégués syndicaux. Et non pas 3, en gardant une autre séparée. Deuxième chose, il faut que globalement, cela se traduise par moins de temps perdu, donc moins d'élus et moins d'heures de délégation au final, mais ce qui doit permettre plus d'efficacité dans les négociations. Nous serons particulièrement vigilants dans les discussions à venir avec le gouvernement à ce que ces principes soient respectés. Rien ne serait pire pour notre pays qu'une fausse simplification de nouveau, qui ne changera pas grand-chose de nouveau à la capacité des entreprises de se saisir des réformes. Troisièmement, il faut permettre à toutes les entreprises de se saisir de cette nouvelle liberté de négociation. Nous voulons que le dialogue social se développe dans toutes les entreprises et nous avons pour cela besoin d'interlocuteurs légitimes et représentatifs de la collectivité des salariés. Donc nous devons pouvoir faire en sorte que ces interlocuteurs soient élus de manière simple et large. Quelle est aujourd'hui la réalité de la présence syndicale dans nos entreprises ? Elle n'existe pas dans 95% des entreprises françaises qui emploient 55% des salariés de notre pays, car les salariés de ces entreprises n'en éprouvent pas le besoin. Ce n'est évidemment pas que les syndicats sont bannis ou empêchés de s'implanter, c'est sans doute que les salariés n'y voient pas de nécessité, notamment dans les plus petites entreprises. Dans ces conditions, il faut réfléchir de façon pragmatique et responsable à la meilleure façon de permettre à ces entreprises de se saisir de cette nouvelle liberté de négociation, accepter l'idée que le statu quo n'est pas une solution et qu'une réforme qui laisse 95% des entreprises françaises sur le bord de la route n'est pas une vraie réforme. Nous, au MEDEF, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement et les syndicats qui le souhaitent pour trouver une solution efficace et respectueuse des intérêts de chacun, en commençant par celui de nos salariés et de nos entreprises. Là encore, je vais être clair, cette réforme ne permettra pas de restaurer la confiance et de créer de l'emploi que si elle est simple à appliquer par toutes les entreprises, y compris les 95% d'entreprises n'ayant pas de représentants syndicaux. Accepter le statu quo,
des règles actuelles en matière de négociation revient à rendre inopérante la réforme pour 95% des entreprises. Et comme tous ceux qui croient sincèrement au dialogue social, nous ne pouvons nous y résoudre. Quatrième et dernier point, donner de l'agilité au niveau de l'entreprise. Je veux redire que les mesures d'agilité et de clarification sont importantes. Oui, le plafonnement des dommages et intérêts des prud'hommes à un niveau compatible avec les PME-TPE est important. Oui, ouvrir le contrat de projet à plusieurs secteurs est important. Oui, la prévalence du fond sur la forme pour les prud'hommes est important. Je constate d'ailleurs que tous ces points étaient déjà dans l'accord ANI professionnel signé le 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, signé par 4 organisations syndicales, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC. Je trouve d'ailleurs parfois un peu curieux qu'ils remettent aujourd'hui cela en cause. Voilà notre ambition et nos propositions sur ce texte. Je veux redire solennellement qu'il ne faut pas que cette réforme ne soit qu'un écran de fumée supplémentaire ou un monstre de complexité. J'insiste beaucoup là-dessus, car vous savez que dans le social, et on le voit encore dans cette loi, l'enfer est dans les détails, et on s'aperçoit que c'est inimaginable, de complexité. Plus personne n'y comprend rien. Et je crois que là, il est arrivé un moment où il faut vraiment faire en sorte qu'on simplifie tout ça. La déception des chefs d'entreprise serait à la hauteur des attentes et des ambitions portées par ce gouvernement, c'est-à-dire immense, si ces réformes n'étaient pas faites. Nous restons donc vigilants et attentifs. J'en profite aussi pour redire ce que j'ai indiqué dans une tribune récente. Je crois que nos organisations syndicales et patronales doivent changer de modèle économique. Elles doivent raisonner service aux adhérents. L'adhésion doit aller se chercher. Aujourd'hui, nous sommes tous trop dépendants des fonds publics. Et je crois que nous devons évoluer dans le temps sur ces aspects. Mais nous devons tous le faire en même temps. Le MEDEF y est prêt. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En résumé, la situation de notre pays est critique, reste critique. Certains aspects se sont améliorés ces dernières années, notamment grâce au pacte de responsabilité et au CICE. Mais ces améliorations ont été trop lentes et trop timides. Emmanuel Macron a été bien élu, il dispose d'une majorité confortable, il doit désormais avancer, être ambitieux et surtout cohérent dans les réformes à mener. S'il mène sur le droit du travail une fausse réforme, comme l'ont été la loi Rebsamen et la loi El Khomri, il aura échoué à durablement changer l'état d'esprit dans notre pays et à redonner aux forces vives la confiance indispensable à la création d'emplois et d'activités. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Un coussin de sécurité, en tout cas au moins temporaire. Comment, selon vous, cette réforme du Code du travail qui se prépare est conciliable avec effectivement l'impératif d'assainissement des finances publiques que vous préconisez ? Je crois que vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, l'idée, c'est de la flexi-sécurité ou flexibilité, employabilité, ce que je trouve très intéressant. Donc l'idée, en effet, c'est donnons aux entreprises la possibilité, avec les salariés, d'avoir de l'agilité, de la rapidité d'exécution, d'un côté, et de l'autre, de la formation permanente, de la formation pendant toute la vie des salariés et des chômeurs. Aujourd'hui, il y a 32 milliards d'euros consacrés à cette formation professionnelle. Je pense qu'on pourrait là aussi, et je crois que ce sont les travaux qui devraient commencer à l'automne, auxquels nous souhaitons vraiment participer, parce que nous avons plein d'idées, faire en sorte que cette formation, tout le long de la vie, en intégrant l'apprentissage, bien sûr, dont j'ai beaucoup parlé, et la formation des chômeurs, puisse être beaucoup plus efficace, disons efficiente, c'est-à-dire la qualité sur le coût. Donc ce travail est énorme et je crois que c'est la clé du succès de cette flexi-employabilité qu'on devrait mettre en place en France, qui devrait donner en effet des résultats rapidement. Je ne vois pas, si vous voulez, alors après, c'est toujours pareil, si vous voulez, c'est que si on engage des réformes, si le gouvernement engage des réformes, qu'il les crante, qu'il a un plan d'action réaliste et
eh bien, je crois que déjà, ça rassurera toute la communauté internationale et la communauté européenne sur les capacités de la France de faire ces réformes. L'important, c'est d'avancer, c'est d'être crédible, c'est d'expliquer ce qu'on va faire et c'est de le faire. Et je crois que la meilleure crédibilité qu'on peut donner à nos partenaires sur ces sujets-là, c'est évidemment de faire cette réforme du marché du travail. Deuxièmement, ça aurait été mieux de le faire en parallèle, mais visiblement, en termes de timing, c'est un peu compliqué, de travailler sur tout l'aspect employabilité, formation, formation permanente. Et j'espère que ce sera fait, en effet, comme convenu, à l'automne. Et il faut respecter, en effet, la règle des 3%. C'est fondamental, car à chaque fois, eh bien, c'est de la crédibilité, c'est de la confiance qui part au-delà de la France. Et je crois qu'il faut mener des réformes de fond et par ailleurs faire les économies qui vont bien. La liste des économies sur les dépenses publiques est connue. Nous avons beaucoup travaillé au MEDEF, mais il n'y a pas que le MEDEF qui a beaucoup d'idées sur ce sujet. La Cour des comptes publie un rapport tous les ans où il y a des centaines d'idées qu'il faut juste avoir le courage de commencer à mettre en place. Bonjour. Bonjour. Cécile Croisade de Le Figaro. Comment vous voyez les rumeurs qui tournent en ce moment d'un report de la réforme de l'ISF et de la transformation du CICE en baisse de charge? Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'en effet, on ne peut pas reculer éternellement, je dirais, les mesures qu'on attend, encore une fois, depuis des années sur la compétitivité des entreprises, sur l'incitation et la motivation fiscale à investir dans l'économie française. Donc, je dirais, tout ce qui reporte les points importants du programme d'Emmanuel Macron sur la fiscalité du capital, avec cette flat tax à 30%, ou avec, je dirais, cette réforme de l'ISF. Je crois que c'est encore un an de perdu, alors qu'on a tant besoin de restaurer nos marges, de continuer de les restaurer, d'une part, et aussi de restaurer la confiance des forces, des investisseurs, des entrepreneurs, et je ne parle pas seulement des Français, mais de la communauté internationale. Donc plus vite ces réformes sur l'offre et sur la compétitivité de notre économie, de nos entreprises se feront, et je pense que mieux on se portera et mieux on sera en préparation et en possibilité d'investir et d'embaucher. Donc nous voyons ça d'un très mauvais œil en effet, d'imaginer des décalages, d'autant plus qu'en parallèle on a compris que l'augmentation de 1,7 point de la CSG devrait se faire au 1er janvier 2018, et deuxièmement que, je dirais, la réforme sur la taxe d'habitation devrait aussi se faire assez rapidement. Donc vous voyez, ce qui nous inquiète, c'est que de nouveau, on a ce sentiment qu'il y a de nouveau une politique de la demande qui se met en place, alors que la politique de l'offre, tellement importante, tellement prioritaire, tellement nécessaire, soit décalée dans le temps. Donc nous, ça nous gêne terriblement pour, de nouveau, la compétitivité de nos entreprises, et puis pour l'objectif final que nous avons tous, c'est la compétitivité pour retrouver de la croissance, des marges de manœuvre, pour investir, pour exporter, pour innover, pour motiver, pour former. On ne rappellera jamais assez, qu'il y a deux types de responsabilités. Vous avez la responsabilité qui nous incombe, qu'on appelle la responsabilité hors coût. Ce que je viens de lister, l'innovation, le management, la motivation, l'excellence opérationnelle, la qualité, tout ça, c'est notre responsabilité de patron. Pour faire ça, nous avons besoin de compétitivité coût, c'est-à-dire des marges. Si vous n'avez pas les marges pour le faire, eh bien, vous ne faites pas l'exportation, l'innovation, la formation. Donc, je dirais, les clés du succès, pour que nous puissions repartir à la conquête du monde, à la conquête du futur, etc., faire tout ce qu'on pourrait faire. Si vous êtes chargé comme une mule d'une fiscalité délirante par rapport à tous nos concurrents qui courent plus vite et qui sont moins lestés sur les chaussures, eh bien, dans ce monde, je dirais, dans cette économie mondialisée, eh bien, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est une immense priorité de baisser la fiscalité, de ne pas reporter des mesures de compétitivité d'une part et d'incitation à investir d'autre part. Je rajouterai un troisième point, c'est le Brexit. Le Brexit nous apporte je dirais, bien sûr, une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais des opportunités pour la France. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, et dans le monde entier, des banques, des institutions financières font le choix de se mettre en Europe continentale, entre en général Paris, Francfort, Amsterdam et d'autres capitales. Eh bien, de nouveau, l'attractivité fiscale de la France est fondamentale.
Si vous faites ces mesures fiscales dans 1 ou 2 ans, ce sera trop tard. Le train sera passé. C'est donc un argument supplémentaire pour dire qu'il y a urgence de faire ces modifications. Il y a urgence de faire ces mesures fiscales le plus rapidement possible. Il y a urgence d'en faire le marketing de ces mesures. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on ne fait pas assez le marketing de la France, le marketing de nos réformes pour une communauté internationale qui a le choix aujourd'hui d'investir, d'implanter des usines ou des sièges sociaux dans tous les pays du monde. Donc il faut aussi se rendre attractif. Pour ça, faire des réformes, d'une part, et deuxièmement, les expliquer à la communauté nationale et à la communauté internationale. Marie Bellin, du journal Oui. Les Échos. Sur la loi travail, vous dites donc effectivement il faut trouver une solution pour les 95% d'entreprises qui n'ont pas de représentants syndicaux. Quelles solutions concrètes proposez-vous? Et j'ai une question un peu plus générale sur la loi. Votre discours a quand même changé, je trouve, là, depuis les dernières semaines. Là, vous dites que ça peut être un écran de fumée, attention. Quels sont les indices qui vous font croire que cette réforme pourrait être ratée, alors qu'il y a encore quelques semaines, vous étiez beaucoup plus enthousiaste? Si vous voulez, on arrive près du mur de plus en plus, donc on avance. Il y a le mur devant nous, donc il faut le sauter, il faut le contourner. Et donc je crois que... merci Jean-Claude, s'il te plaît, ça me perturbe un peu ce que tu dis. Je vais essayer de répondre à la question. Non, sur la loi travail, si vous voulez, on rentre dans le vif du sujet. Il y a une loi d'habitation qui a été produite, qui a été soumise au Conseil des ministres la semaine dernière. Maintenant, nous avons un peu plus de détails, mais c'est encore très flou. Donc c'est ça qui nous gêne. On a bien les 3 blocs de réforme et on voit bien que le plus dur reste devant et qu'au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, on n'a pas, je dirais, toutes les garanties qu'on soit bien dans ce mode flexi-employabilité dont nous avons parlé. Ça, c'est le premier point. Donc il faut vraiment avancer, il faut que ces réunions se fassent et il faut en effet qu'on puisse maintenant coucher les ordonnances le plus rapidement possible. Donc on réexprime aujourd'hui les 4 grands points qu'il nous faut pour cette loi, surtout pour recréer de l'emploi en France. Je reviens sur l'objectif, c'est pas faire plaisir aux MEDEF comme je l'entends de temps en temps. Non, pas du tout, on s'en fout, royalement. C'est la France qui nous intéresse, c'est les jeunes, c'est l'emploi qui nous intéresse, c'est d'aller au plein emploi. Alors ensuite, si vous voulez, sur les 95% des entreprises qui n'ont pas de syndicats, oui, on ne peut pas faire une réforme, si vous voulez, qui mette de côté ces 95%. Donc qu'est-ce qu'on imagine? On imagine tout simplement qu'on puisse négocier avec un salarié élu démocratiquement, légitimement, par ses pairs. Quand vous êtes dans des petites entreprises de 10, 20, 30, 40, 50 salariés, eh bien, je crois que c'est tout à fait possible d'avoir un salarié qui est élu et qui pourra négocier un certain nombre de choses, puisqu'il y aura une liberté donnée aux entreprises pour négocier plus d'accords. Ensuite, on peut tout à fait organiser des formations à ces salariés qui permettraient en effet de dire il y a une formation qui serait quelques heures par semaine sur un certain nombre de sujets, économie, gestion, management, droit du travail, etc., etc. Donc nous voyons ça comme ça. Et en effet, il faut, à mon avis, prévoir ce type de dispositif. Éléonore Dermy, AFP. Oui. Avec la réforme, la branche pourrait être chargée de la mutualisation du financement du paritarisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous étiez demandeur de cette mutualisation et comment vous imaginez le mécanisme? Qu'est-ce que vous appelez la mutualisation du financement du paritarisme? C'était dans le bilan présenté par Madame Pénicaud, le bilan de la concertation. Les 0,16% de la masse salariale, la GFPN, qui pourrait être mutualisée, mais c'est déjà mutualisé, c'est pour ça que je ne comprends pas. Ou alors qui permettrait en fait peut-être, j'essaie de comprendre votre question, la question est peut-être d'utiliser cette masse que nous avons pour permettre à des entreprises des dispositions particulières. On n'est pas contre, si vous voulez, l'utilisation de cette somme de 0,16%, mais encore une fois, je pense que il faut être sûr que d'abord que ce financement passe, tous les financements des syndicats patronaux et salariés passent bien par ce 0,16% de la masse salariale d'une part, et puis deuxièmement, après je pense que
il faut imaginer ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon texte, c'est-à-dire en fait un système d'adhésion volontaire des entreprises auprès du MEDEF et de la CPME, si elles veulent adhérer volontairement, et des salariés avec un acte volontaire d'adhésion. Donc ces 0,016% a permis de concentrer une partie des fonds, et je crois que c'est déjà intéressant, ça met de la transparence. Après, qu'on utilise ces fonds, je dirais, ils existent, donc on peut les utiliser pour faire autre chose et pour faire en sorte que les entreprises puissent avoir des capacités de financement supplémentaires, mais sans augmenter surtout le coût. L'idée, c'est qu'on baisse le coût. Oui. Yves de Gardrel, Valeurs Actuelles. Pour poursuivre dans le sens de ma consoeur des Échos, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut conclure de vos propos que vous êtes passé d'un climat de confiance à un climat de défiance dans ces négociations sur la loi travail? Première question. Et deuxième question, vous avez terminé votre propos en appelant à Emmanuel Macron, en disant qu'il avait été bien élu et qu'il ne fallait pas qu'il crée la déception. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous en appelez officiellement à lui pour qu'il remette de l'ordre dans cette négociation? Je crois que on est de plus en plus vigilant au fur et à mesure que les journées passent, oui. Car nous sommes maintenant dans le bois dur. Nous sommes maintenant à quelques semaines de la rédaction de ces ordonnances. Donc en effet, l'idée, ce n'est pas dans la provocation stupide, puérile, surtout pas de faire de l'antisyndicalisme primaire. On pourrait nous le reprocher, on nous le reproche suffisamment. Pas du tout. Nous avons des partenaires sociaux, nous avons des syndicats, il y a beaucoup, je dirais, d'atouts et de choses constructives qui se font avec eux. Ce que nous disons, c'est que lorsqu'il n'y a pas de syndicats, il y a 95% de salariés de l'entreprise qui n'ont pas de syndicat. Et c'est le choix des salariés. Donc il faut trouver une solution. Donc voilà ce que nous disons. Donc on sera vigilant sur ce sujet-là. On essaiera de trouver des solutions. On en a listé une tout à l'heure. Deuxièmement, en effet, maintenant vient le temps des réformes. Donc c'est vrai sur la partie loi du travail, c'est vrai pour la fiscalité, c'est vrai. La France ne peut plus attendre. La situation de la France est critique, on l'a vu. Tous les transparents et tous les chiffres sont là. Ça fait des années qu'on l'a. Donc maintenant, on a, je dirais, la France a élu Emmanuel Macron avec son gouvernement, a confirmé son élection par l'Assemblée nationale. Je crois que la France et les Français attendent ces réformes. Ça a été confirmé d'ailleurs sur la loi travail par, je crois, un sondage qui a été publié ce matin sur les Français qui attendent en effet ces réformes, notamment sur la loi travail. Donc il faut plus hésiter, il faut plus mollir. Le message que je passe aujourd'hui, c'est que ça commence toujours comme ça. Ça a commencé toujours comme ça avec la loi Rebsamen. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça a commencé comme ça avec la loi El Khomri. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et on met beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis après, vous avez vu, je dirais, par manque de lucidité, manque de pragmatisme, manque de courage, il se passe rien. C'est-à-dire que ce sont des lois qui ne servent strictement à rien, à part d'avoir rajouté des dizaines de pages ou des centaines de pages de complexité supplémentaire. Donc ce qu'on veut éviter, c'est qu'une troisième fois, un troisième acte manqué, qui serait terriblement déceptif et décourageant pour les forces vives que nous sommes et pour le monde entier. Donc voilà, c'est maintenant et il faut avoir le courage de faire cette réforme jusqu'au bout. Alors après, cette concertation est une très bonne méthode. On peut discuter, chacun peut apporter ses idées, etc. On dit juste, attention, voilà ce cap. La question fondamentale, à chaque fois qu'on rentre dans cette loi, c'est est-ce que ce dispositif crée de l'emploi ou pas? Je crois qu'il faudrait revoir toutes ces propositions. Est-ce que ça nous permet de créer de l'emploi? Ça veut dire quoi créer de l'emploi? Est-ce que nous sommes en confiance avec cette mesure? Ça veut dire quoi? Est-ce que nous avons plus d'agilité, plus de rapidité ou pas pour agir, pour décider? Je continue et je voudrais vraiment insister là-dessus. Quand vous êtes chez l'entreprise en France, vous êtes confronté dans un monde de mouvements permanents et d'accélération des mouvements. Et c'est vrai des plus petites entreprises aux plus grandes. Le monde est un monde, je dirais, de jeux d'échecs ou de jeux de go, et ça va de plus en plus vite. Si vous avez des contraintes pour vous organiser, vous adapter en permanence, c'est foutu. Et après, c'est 50% de ce que je dis, c'est de la confiance. Si les chefs d'entreprise ont confiance, ils investiront, ils embaucheront. S'ils n'ont pas confiance, je le dis souvent, un chef d'entreprise, ça n'a pas place de la République, ça ne fait pas des manifestations dans la rue, ça ne fait pas la grève. On attend. Point. On attend, on a peur et on attend. Et on attend d'investir et on temporise. Donc là, si vous voulez, mon message, c'est
continuons. Aujourd'hui, il y a encore de la confiance. Capitalisons sur cette confiance et elle se matérialisera, elle durera que si face à ces réformes annoncées, ces mesures annoncées, à la fois dans les programmes confirmés entre les deux tours, eh bien, on a jusqu'au bout des mesures. Alors, une fois encore, si c'est un monstre de complexité, ça ne marchera pas. La loi Macron est un exemple aussi, où il y a eu des espaces de liberté ouvertes pour le travail du dimanche, avec des contraintes et des complications extrêmes. Donc vous mettez 2 ans à négocier tout ça. Le monde n'attend pas, nos concurrents n'attendent pas, les marchés n'attendent pas. C'est rapidement qu'il faut prendre les parts de marché. Rapidement, c'est pas dans 2 ans. Donc si on nous met un système, en effet, très ouvert, avec beaucoup de flexibilité, mais que pour mettre en place la flexibilité, il faut 3 ans de discussion, d'accords, de négociations, de référendums, etc., ça ne marchera pas. Donc c'est agilité, rapidité, c'est donc la partie flexibilité. En contrepartie de ça, nous sommes d'accord pour le qualitatif, c'est-à-dire la formation de nos partenaires sociaux, la formation de nos délégués syndicaux, l'accompagnement de nos délégués syndicaux, toute la partie, bien sûr, la formation de nos salariés, la formation des salariés qui pourraient être amenés à négocier. Je pense que cette partie qualitative est très importante, il faut insister là-dessus. Nous sommes vraiment prêts à faire plus de choses sur ce sujet-là. Madame. Bonjour, Cécile Maillard de l'Usine Nouvelle. Vous avez dit être un peu déçu finalement du peu de liberté nouvelle laissée au niveau de l'entreprise en termes de négociation. Oui. Qu'est-ce que vous vous attendiez à voir à ce niveau de la négo? Qu'est-ce que vous pouvez encore demander aujourd'hui? Et en complément, pas mal de PME nous disent qu'elles ont plutôt envie que les branches s'en occupent. Donc quel équilibre vous trouvez là-dedans? Ou aller plus loin dans les entreprises tout en couvrant les PME? Nous, si vous voulez, on a toujours dit au MEDEF, une entreprise, c'est un cas unique. On a des clients uniques, des hommes et des femmes uniques, des produits, des brevets uniques, des services uniques. Donc on est dans un monde unique avec un marché unique. Donc on doit donner le plus possible d'armes pour que cette entreprise se développe et donc s'adapte. Et donc s'adapte le plus près possible du terrain. Et donc s'adapte entre le chef d'entreprise et ses salariés. Voilà la clé. Après, que par exception, on dise, il y a des petites entreprises, je pense beaucoup au commerce de centre-ville, je pense beaucoup aux bâtiments, qui ont besoin, parce qu'elles sont plus petites, je dirais, d'avoir des prérogatives des branches. Oui, bien sûr. Donc il a été listé, je crois que c'est la loi Fillon, 4 prérogatives de branches sur les minima sociaux, sur la prévoyance, sur la formation professionnelle et sur les classifications. Bon, très bien. Sachant que c'est déjà très compliqué. Les classifications, j'ai en tête des PME, qui étaient des grosses entreprises, qui malheureusement se sont restructurées, se retrouvent à gérer une complexité énorme sur la classification. Donc ce que je demande, bien sûr, c'est que, les entreprises puissent faire le maximum de choses. Alors, on a imposé ces quatre thèmes. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais laissons un grand espace de liberté sur tous les autres thèmes. Et là, ce n'est pas tout à fait bien précisé dans ce que j'ai vu de cette loi d'habilitation. Bon, deuxième chose, donc il faut préciser l'espace de liberté qui reste. Est-ce que c'est tout le reste? Bravo, formidable. Eh bien, à ce moment-là, ça permettra de négocier beaucoup de choses, ou pas. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait l'obligatoire impératif et puis l'obligatoire non impératif. Vous voyez, en plus, alors, vous voyez le droit du travail, commencez à partir dans les trucs comme ça, mais vous devenez fou. Vous devenez fou. Faisons les choses en binaire, les choses simples. Moi, je pense beaucoup aux Américains, aux Chinois, aux étrangers qui arrivent en France et qui regardent juste ce qui a été écrit dans la loi d'habilitation. Mais ils repartent en courant. Faisons les choses simplement. Donc tout ça doit être simplifié, y compris le fonctionnement de nos branches. Y compris le fonctionnement de nos branches. Deuxième chose, en effet, ce qui n'est pas très clair, c'est que vous avez la possibilité de négocier donc dans un champ particulier dans une entreprise, la durée du travail, les pauses, l'organisation, etc. Très bien, bravo, si c'est confirmé. Bon, vous négociez, et si ça ne marche pas, vous retournez sur le Code du travail actuel. Comment voulez-vous qu'on incite des entreprises, notamment lorsqu'elles sont en croissance, en bonne santé, de négocier des choses si le Code du travail s'applique toujours? Vous n'avez aucune motivation de négocier quoi que ce soit. Donc on ouvre des champs de liberté alors que le Code du travail continue de s'imposer. Donc vous n'incitez personne à négocier. Donc ce que nous disons, c'est qu'en effet, il faudrait mettre en place un Code du travail simplifié qui permettrait d'avoir une motivation pour que tout un chacun puisse se dire on a besoin de travailler 39 heures, on négocie avec nos salariés dans telles conditions, avec des espaces de liberté, c'est-à-dire on peut rajouter de l'intéressement, on peut faire il y a plein de choses, d'avoir un espace large de négociation permettant de ne pas être par silo en plus,
et de pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, on ne sent pas cette possibilité-là, cette motivation, parce qu'on ne simplifie pas le code du travail aujourd'hui en supplétif, comme on dit. Là aussi, c'est un mot formidable. Essayer de l'expliquer à un Chinois ou à un Américain, c'est très très compliqué. Bonjour. Oui, bonjour. Catherine Boelker de l'AEF. À propos de la fusion des instances, Muriel Pénicaud disait qu'elle prévoyait la fusion des 3 instances, des 3 principales instances, hormis celle des délégués syndicaux qui pourrait être possible par accord d'entreprise. Est-ce que cette position-là vous convient ou vous êtes sur une fusion des 4 instances dans tous les cas? Oui, fusion des 4 instances. Pourquoi on imaginerait de nouveau 2 + 1 + 1 ou 3 + 1 ? Complexité qui nuit à l'agilité, qui nous fait passer des heures, je dirais entières, du côté de nos salariés, du côté des entreprises. Je dirais que dans ce monde qui bouge d'agilité, de compétitivité, il faut aller up to the point. Et il faut une instance unique. Si les salariés le souhaitent, en plus, c'est la volonté des salariés qui doivent être là pour dire oui, on en veut une, non, on n'en veut pas. Et c'est à la démocratie salariale d'expliquer tout ça. Et ensuite, en effet, nous poussons à ce qu'il n'y ait qu'une seule instance qui puisse tout faire. Pour toutes les entreprises, toutes tailles. Donc vous ne distinguez pas les petites des plus grandes. Après, c'est aujourd'hui, c'est au-delà de 50 que ces 4 instances sont obligatoires, comme vous le savez. Donc nous pensons qu'il faut avoir une instance unique du personnel, mais pas forcément à 50. Non, si on pouvait augmenter à 100 les seuils, ce serait encore mieux. C'est aux salariés de nous le dire, est-ce qu'ils veulent une instance unique ou pas, et de donner la possibilité de le faire. Il y a des ETI, en effet, qui ont un dialogue social qui fonctionne extrêmement bien avec directement leurs salariés. Et, alors, des instances obligatoires, mais donnons la possibilité, donnons cette confiance aux chefs d'entreprise avec les salariés de pouvoir négocier directement. Avec une seule instance unique, oui. Bonjour, Daniel Rosenberg du Parisien. Vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a des chefs d'entreprise qui s'organisent pour éviter l'entrée des syndicats dans leur établissement, ne pas aller jusqu'à 50, ne pas dépasser les 50 salariés, faire pression sur certaines personnes pour qu'il n'y ait pas de délégués syndicaux qui entrent dans l'entreprise. Donc vous dites qu'il y a 95% des entreprises qui sont sans représentant syndical, mais vous n'avez pas favorisé cette entrée, on va dire, dans l'entreprise. Donc qu'est-ce que vous proposez pour justement quand même qu'il y ait cette représentation, parce que qu'il n'y ait qu'un seul salarié qui représente tout le personnel dans une entreprise, c'est aussi le soumettre à des pressions insupportables. C'est le premier point donc je voulais vous demander. Et le deuxième, c'était sur les indemnités prud'homales. Où vous en êtes aujourd'hui précisément, et dans la mesure où on est dans une négociation, jusqu'où vous êtes capable d'aller, il vous est-il possible d'aller, pardon? Oui, alors si vous voulez, sur le syndicalisme, moi je pense qu'il faut... c'est comme une démocratie. C'est comme, en fait, si on demandait aux chefs d'entreprise d'adhérer au MEDEF et à la CPME pour pouvoir négocier un accord. Ça ne vous surprend pas, ça? De dire, vous êtes... Donc ça me gêne, de dire, on doit être obligé forcément de passer par un syndicat. C'est comme dans un conseil municipal où vous avez des gens qui ne sont pas encartés. Ils ont le droit à la parole, ils ont le droit de voter, ils ne sont pas encartés. C'est de la liberté. Liberté, c'est la première valeur de la France, quand même. Donc, si vous voulez... Oui. Alors, après... Mais si vous voulez, ça n'a rien à voir. Alors d'abord, les seuils, si vous voulez, les seuils 9 et 49, je suis d'accord. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont bloqués à 9 et qui sont bloqués à 49. Mais pourquoi? Mais c'est ce que je disais, si vous voulez, parce que les contraintes sont trop importantes. Un chef d'entreprise, si vous voulez, ça ne pense qu'à tenter de développer son entreprise. C'est 3 missions fondamentales. Un chef d'entreprise, c'est innover, c'est produire, c'est vendre. C'est point. C'est pas voilà. Donc ensuite, c'est de motiver ses salariés pour innover, pour mieux produire, pour mieux vendre. C'est ça, un chef d'entreprise, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc quand vous mettez un seuil à 9 et notamment à 49, où vous avez 2,5 points de masse salariale en plus, dans un monde de compétition extrême, où vous ne savez pas si vous allez survivre dans 3 mois ou dans 6 mois, parce que vos marchés bougent dans tous les sens, eh bien vous gérez le risque. Vous dites, ben non, je ne vais pas prendre le risque de monter à 50, et je reste à 49. Voilà, point. Il ne faut pas aller chercher de la malice, c'est du pragmatisme absolu.
Je peux prendre de risques. Le type a investi la moitié de sa fortune ou sa vie, sa famille, il ne veut pas prendre de risques en disant je vais augmenter de 2,5 points ma masse salariale en passant à 50. Alors il y a des gens qui ont une super visibilité, qui sont dans le numérique, qui absorbent les seuils, qui font 50% de croissance par an. Ben, pas de problème, on en connaît. Bravo, formidable. Mais vous avez plein de sociétés dans les territoires qui sont terrorisées par ça. Il faut les écouter. C'est pas des diables. C'est juste des gens tout à fait normaux. C'est d'anciens chômeurs, d'anciens cadres, d'anciens collaborateurs qui créent leur boîte. Arrêtons de penser que le patron, il pense qu'à foutre en l'air ses salariés. C'est délirant. Non, un patron, ça a une immense fierté d'embaucher. Par contre, il veut pas prendre de risques. Il veut pas foutre en l'air sa boîte. Donc, plus c'est compliqué à s'adapter, moins il prendra de risques. Et plus il restera en dessous des seuils. Point. C'est aussi bête que ça. Et en effet, on voit des entreprises qui s'organisent pour rester à 49 ou à 9, oui, c'est vrai. Donc si on ne regarde pas avec lucidité pourquoi ces gens-là, tout à fait normalement constitués, ne veulent pas croître, eh ben, vous passez à côté du problème. Donc ça fait 30 ans que ça dure. Donc on aimerait bien que dans les mois à venir, on fasse sauter le problème. Et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Indemnité prud'homale, si vous voulez, on continue de penser que qu'il faut les plafonner en mettant un plancher, mais que tout ça doit être compatible avec les PME, TPE. Donc en effet, une mesure qui servira à rien, c'est de mettre des indemnités prud'homales très élevées, puisque ça ne changera rien pour les TPE, PME qui ont peur d'embaucher souvent pour ces raisons-là. Je ne dis pas exclusivement pour ces raisons-là, mais souvent pour ces raisons-là. Donc il faut mettre des indemnités prud'homales à un niveau compatible avec les TPE, PME. Je crois que ce dispositif avait déjà été voté d'ailleurs dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008 avec les 4 syndicats sur 5. Il a été revoté en Assemblée dans le cadre de la loi Macron, débouté par le Conseil constitutionnel et reproposé dans la loi El Khomri. Donc si vous voulez, c'est pareil, ce sont des thèmes qui ont déjà été discutés il y a quelques années. Donc je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup on contre. Mais bon. On s'arrête là ? Merci beaucoup.